Hello hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler performance, performance du CTO, performance du portefeuille global et du patrimoine. On va regarder un petit peu ce qu'il en est pour le mois de janvier 2026, pardon, je me suis trompé d'un an. On va aller voir tout ça. Vous allez me dire, mais on n'est pas fin janvier. Pour essayer de me démarquer un petit peu, on fera une analyse mois après mois, mais à partir du 24, 25, 26, suivant comment vont tomber le week-end, parce qu'on a des vidéos qui sortent sur cette chaîne, principalement le week-end. Et on aura 2 à 3 vidéos maximum par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, si ce genre de contenu vous plaît. Demain à midi sort mon analyse complète sur l'action Ferrari. On va aller voir si c'est une action qui tombe, si c'est un couteau qui tombe ou si c'est une action qui mérite d'être dans votre watchlist. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous montrerai toutes les check-ups qu'une entreprise doit passer avant de rentrer dans ma watchlist. Et je vous montrerai aussi comment calculer un prix juste d'action très simplement et gratuitement. Vous n'aurez pas besoin d'aller vous abonner à telle ou telle plateforme. Vous pourrez le faire assez simplement et vous verrez que ça va changer votre vie. Donc on est parti directement sur mon petit portefeuille que j'ai mise à jour hier à 15h11. Il y a très peu de choses qui ont changé. Alors je pourrais le remettre à jour là, mais bon, il faudrait que je mette mes codes et ça me ferait couper la vidéo, donc non. Hop, on va aller voir, pas directement les insides, on va aller se faire un petit peu plaisir. On va surtout aller voir les tops et les flops de variation. On a Novo Nordisk plus 20%. On a notre ETF Income Share Yield de TP plus 17%. Alibaba 14%. l'iShare, l'ETF sur l'Asie 11% et l'ETF sur l'or à plus de 10%. Maintenant, on va aller voir les flops. Les flops, on a AXA à moins 8, Microsoft à moins 4, la FDJ à moins 3, Air Liquide à moins 1 et Tencent à moins 1. Tencent qui est une belle position du portefeuille, c'est la seule belle position que j'ai, grosse position. Donc ça fait un peu chier, sinon on est très content des tops, même si Novo Nordisk, j'ai fait une erreur en l'achetant. Je vous montrerai le portefeuille un petit peu plus tard en entier. On reviendra dessus, je reviendrai sur ma stratégie. Mais Novo Nordisk, c'est une erreur. Mais je la garde parce que j'ai pas, parce que j'y crois et je sais que je peux la revendre à un meilleur prix qu'actuellement. Hop, on va passer directement parce que c'est ce qu'on attend quand même. On attend les insides, la performance globale, donc livret, PEA, portefeuille, oui, crypto et SCPI, et notamment les SCPI qui baissent la performance globale. On ira voir ça plus tard pourquoi. On est à 2,65%. On peut aller ici, on a battu le S&P 500 sur le patrimoine brut. C'est très rare que j'arrive à faire ça. Pourquoi? Parce que vous avez des livrets, vous savez des SCPI, et tout ça fait chuter parce que les livrets de base n'augmentent pas. Leur performance ne croît pas. Donc, surtout parce que le S&P fait caca culotte ce mois-ci. Le Nasdaq 100, on le bourrine aussi. Est-ce qu'on fait mieux que l'or? Je ne crois pas. Alors 14%, il aurait fallu avoir tout son patrimoine en or pour gagner de l'argent ce mois-ci. Le Bitcoin qui était devant nous mais qui s'est ratatiner à la fin du mois. Et allons voir le petit Kakou. Le petit Kakou, on fait mieux que le petit Kakou. Très très bien les amis. Mais content, on va aller voir directement le portefeuille chez De Giro, le CTO, et on va aller voir notre performance. J'aime bien être ici et on est à plus 5 sur 2025. On n'a pas les performances affichées. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais un portefeuille sur la plateforme Invest où je faisais tout manuellement. Là, maintenant, je le synchronise. C'est beaucoup plus rapide. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait avant. Voilà, j'étais un peu con, hein. Je mettais toutes mes transactions à la main. Je crois qu'on peut pas les voir par contre, il y a un petit bug en ce moment. Mais donc voilà pourquoi j'ai pas d'inside sur 2025. Le portefeuille avait plus de 20% de performance sur 2025. On va essayer de faire au moins plus 15 en 2026. On va prier le taureau de Wall Street, on va le toucher les coucougnettes pour avoir un petit peu de chance. Et pour l'instant, au mois de janvier, on affiche un plus 5%. On est assez content. 5%, on avait vu, on a mis une pâtée à tout le monde. Est-ce qu'on est mieux que le monde? Ouais, on est mieux que le monde. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Allez, l'allemand. Ouais, on est même mieux que l'allemand. Bon, bref, on a battu les marchés, c'est très bien, mais on a fait que ça que sur un mois. On va pas s'enflammer du tout. En termes de projection de dividendes, c'est assez sympa en plus sur Invest. Vous avez la projection de dividendes. Le seul problème, c'est la croissance des revenus. En fait, on peut pas la changer, donc c'est un peu de la merde sur plus de 5 ans. Parce qu'aucune société peut faire croître son dividende de 14% par an sur 30 ans ou 10 ans. C'est impossible. Déjà sur 5 ans, c'est très très rare. Mais voilà, on aurait à peu près 1500 euros. On va voir en général, on a une performance de
sur la valeur totale du portefeuille. On a un revenu annuel de 1000 euros de dividende avec 14% de croissance, comme on a vu, et un rendement d'1%. Et on va aller voir maintenant ce que compose notre portefeuille. On a 60% d'ETF et seulement 36% d'actions. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que quand je n'ai pas un prix juste sur une action, je n'achète plus. J'ai fait des erreurs sur mon portefeuille avant. Maintenant, j'ai pas mal step up là-dessus et quand les marchés sont hauts, je fais un DCA sur ma stratégie ETF qui est très simple. Ma stratégie ETF, c'est 23% ETF Asie, 30% S&P 500. Ça doit être 14 sur du dividende monde, 12% sur de l'énergie et le reste en or, tout simplement. On a deux poches pour le S&P 500. On a un equity pondéré, un equal weight, c'est-à-dire que chaque position dans ce S&P 500 équivaut aux autres positions. Donc les 500 entreprises sont équipondérées, ce qui donne un moins gros, comment dire, une moins grosse dominance des techs dans ce S&P 500 là, pour réduire un peu l'exposition au magnifique 7 dans mon portefeuille ETF. Voilà pourquoi je fais cette stratégie là. On a 35 000 options. On peut voir qu'on est en vert partout, à part sur les treasury bonds. Les treasury bonds, c'est un excès d'épargne que j'avais qui sera investi s'il y a des entreprises qui m'intéressent. Notamment, peut-être Ferrari. Peut-être qu'on basculera un petit peu d'argent là-dessus. Hop, là, on a notre pourcentage, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'argent. On a aussi un income share silver yield, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous aviez un ETF sur l'argent est répliqué sur le cours de l'argent, sauf qu'en fait, il a des calls et à chaque fois que l'argent, il a par exemple, on va prendre simple, on va faire un exemple simple, l'argent est à 80 dollars, il a un call de vendre une partie de son capital à 82 dollars, l'argent arrive à 85, il a vendu à 82 et l'argent qu'il a récolté en ayant vendu à 82 vous est redonné comme un dividende. Le seul problème qu'il peut y avoir avec ça, c'est qu'en fait, ça ne suit pas parfaitement la croissance de l'argent. Vu qu'il en vend une partie, il vend une partie de, de ses actifs à des prix moins hauts que le marché pour vous donner des dividendes, vous avez une moins hausse, vous avez une moins. Il n'y a pas une corrélation parfaite entre le prix de l'argent et le prix de l'ETF, mais par contre, vous êtes rémunéré en dividendes. Ça, pour moi, c'était intéressant. J'ai passé une petite cartouche là-dessus, mais ça ne fait pas partie de ma stratégie ETF. Là, c'était de l'argent voilà, une petite poche d'argent que j'avais. J'avais envie de l'investir sur du silver et de toucher quelques dividendes. Et donc voilà. Maintenant, on va passer sur la case c'est ça, sur la cage action, on a 17% portefeuille qui est sur Alibaba, on a 17 sur Tencent, 16 sur Meta, 9 sur BYD, 9 sur Alphabet et 3% Soft. Et à partir d'Alphabet, c'était des achats que j'ai fait avant d'avoir vraiment ma thèse d'investissement et mes critères d'investissement. J'ai eu de la chance, il y a pas mal d'entreprises qui sont dans le vert, que je ne vendrai pas, même si elles sont dans le rouge. Par exemple, Oego Liner, franchement, c'est les toutes lignes du portefeuille. Je ne les touche pas, ça n'a pas d'incidence. En plus, j'ai quelques plus, donc c'est pas mal. Nvidia, je l'ai acheté pas cher, j'aurais dû l'acheter beaucoup plus cher. Nordisk, allez les voir ici, ça sera plus simple. Donc là, on a les plus-values que j'ai dans ces sociétés-là, notamment Alibaba. Pas le pourcentage. Je sais pas si on peut l'avoir ici. Si on faire, hop, on va aller. Hop, peut-être Ah, non, mais attendez. Ah, mais ça, c'est pas pardon. En fait, j'aurais pas la cage action. Pas grave. On va rester là. Donc, on a du Alibaba, on a du Tencent, on a du Meta, comme on a dit. PRU à 664 dollars. Je l'ai acheté un peu cher. J'aurais dû reprendre quand il était à 580. Je ne l'ai pas fait, malheureusement. Pas fait parce que mettre un call et j'ai raté. Et mal timé. Il faudrait que je recharge aussi. Si je ne vais pas recharger, pour avoir un PRU aux alentours de 11 euros, qui serait pas du tout un mauvais PRU avec les bénéfices par action et le PER de BYD. On a Alphabet avec un très bon PRU. Je crois que c'est ma plus grosse perf Alphabet, quasiment du 100%. Et on a la pire.
va les trier en fait. Il reste Novo Nordisk et Wag Autoliner. Le reste n'est pas très grave. Pourquoi? Parce que c'est des tout petits poids en fait. Wag Autoliner, je dois avoir 200 euros et Vichy, c'est pareil, j'ai pas énormément d'actions. Pas très grave du tout. Par contre, Novo Nordisk, et belle perte. BYD, ça me pète un peu, mais je sais que sur les 5 ans, ça va repartir. Pierce étant Novo Nordisk. C'est des erreurs que j'ai faites, je ne les referai plus. J'avais pas vraiment de test d'investissement. Maintenant, je l'ai travaillé et je ne ferai plus ces erreurs. Voilà pour la partie portefeuille bourse, enfin pour un portefeuille CTO, pardon. On peut aller vers le PEA. Le PEA, j'ai déjà fait une vidéo où je réexpliquais ma stratégie. Alors la stratégie PEA, elle va être simple. J'ai laissé dormir le PEA pendant pas mal d'années. Je l'ai ouvert en 2022. Et quelques achats au moment de l'ouverture. Très mauvais achats, des gardes parce que j'ai pas envie de les vendre. Pernod Ricard, j'ai du Total Energy, du FDJ et du Air Liquide. C'est dans le rouge, notamment Pernod Ricard. J'ai acheté Pernod Ricard à 168. Il aurait fallu me donner des coups de bâton pour ça. Même Total, je les ai achetés très cher, même la FDJ au final, j'ai un peu n'importe quoi. Tant pis, j'avais qu'à mieux gérer tout ça. Et ma stratégie, elle va être simple. Ça va être un DCA de 100 euros par mois sur du Amundi Eurostock 50. Voilà, point barre. Et on suivra, parce que je ne vais pas exposer aux sociétés européennes. On aura les 50 plus grosses sociétés européennes du portefeuille, point barre. Du distribuant, parce que j'ai une stratégie où j'utilise comment dire, mes dividendes. Je les prends pour vivre tous les mois de mon salaire. Alors je sais que c'est pas opti, on paye des taxes, des impôts, etc. Mais je ne veux pas être le plus riche du cimetière. Pas ma stratégie. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour la case portefeuille CTO, on a comment dire, un DCA de 1000 euros par mois sur les ETF et les actions. Ça dépend si j'ai des fenêtres ou pas. Donc, c'est 1000 euros sur mes ETF. Pour la case crypto, c'est simple. Alors, le problème, c'est que j'ai un problème de rente. Pour ça, il faut que je synchronise Binance. J'ai un problème du tout de PRU, j'ai pas du tout un PRU à 10. Par contre, j'ai une valeur totale qui s'en rapproche. En fait, il y a totalement un bug parce que ma valeur totale, c'est exactement ça. Mais j'ai pas mis 50 euros, enfin, j'ai pas mis, j'ai pas mis 100 euros, quoi. Ah non, j'ai bien mis 50 euros à chaque fois. Ma valeur totale est de 419 et j'ai pas fait plus 313, mais bon, pas très grave. Ça, on s'en fiche un peu. On va passer directement portefeuille SCPI. Les SCPI, c'est pareil, ça fait l'objet d'un DCA par mois de 450 euros. La crypto, c'est 50 euros sur du Bitcoin et c'est tout. Bitcoin, le reste, non. On est sur du DCA de 450 euros sur les SCPI. Et vous allez me dire, putain, mais merde, t'as déjà pris moins 4%. C'est pas une moins-value, c'est juste que quand vous achetez des SCPI, vous avez déjà des frais de gestion et vous avez des frais si vous partez tout de suite, si vous n'attendez pas nombre d'années type. Donc si je vendrais mes parts actuellement, donc mes parts actuellement ont une décote, alors que je les ai achetées moi par exemple à 200 euros, on voit que sur 4000 euros, je perdrai 500 si je revends tout de suite. Mais les SCPI, le but n'est pas de vendre, le but est de prendre vos loyers, de regarder les SCPI si elles sont intéressantes, si elles ont un taux d'occupation, etc., de faire le boulot pour bien regarder si les SCPI sont intéressantes ou pas. Mais voilà pourquoi aussi on perd en plus là. On a un problème de performance par rapport au patrimoine global à cause des SCPI. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais vite fait dans la vidéo. Mais ce n'est pas pour autant que c'est des mauvaises SCPI. Il faudra juste attendre. Année après année, on va avoir une revalorisation de la part. On aura une moins-value qui va descendre. Et au bout de X années, on pourra revendre nos parts sans prendre de malus. C'est une protection qu'ont les SCPI, parce qu'elles font de la collecte d'argent avec la vente de parts. Et si tout le monde achète ou vend, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'argent illiquide, ça foutrait une merde pas possible dans les SCPI. Donc voilà en termes de performance ce qui tire un petit peu le patrimoine global vers le bas. Mais on a des très beaux revenus annuels et c'est des très bonnes SCPI. Et en plus sur l'application Invest, on peut aller faire une petite projection. Et là, 5% par an de croissance des revenus, c'est pas déconnant, même si j'aurais préféré mettre un 3% un peu plus conservateur. Et vous pouvez, avec votre DCA mensuel, pardon, regarder un petit peu combien vous rapportez sur 5 ans. Donc on voit qu'à 3%,
ouais, 4 450 € de revenus par an. Et ça match pardon, très très bien avec ma stratégie et de gagner de plus en plus d'argent par an, tout simplement, et par mois aussi. On peut aussi aller voir en termes side, ce qui est pas mal, c'est bon, alors le taux de redondance, on s'en fout un peu. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. C'est le ratio de liquidité et le matelas de sécurité, parce qu'avant de démarrer une stratégie, d'aller investir en bourse ou en SCPI ou dans n'importe quelle conviction que vous avez, il vous faut un matelas en bourse. On va vous dire bien souvent, il faut entre 6 mois et un an, oui. C'est pas déconnant. Plus vous allez être nombreux dans votre foyer, plus il va vous falloir d'argent, parce qu'il va falloir changer les voitures. Il y aura peut-être une chaudière, il y aura peut-être ci, il y aura peut-être ça. Donc voilà, il faut vous créer un matelas de sécurité. Mon ratio de liquidité, moi, il est 77 liquide. Pourquoi? Parce qu'il y a des actifs illiquides, c'est-à-dire les SCPI sont totalement illiquides. Et tout ce que vous avez sur les livrets et la bourse, c'est du liquide. Pourquoi? Parce que vous faites vendre en bourse et vous avez l'argent, tout simplement. Vous avez un simulateur de patrimoine, voilà. Moi, je place environ les 2000 € par mois. On va regarder sur 10 ans, ça peut vous dire à peu près combien. Ouais, mais ça, je ne l'utilise pas, je m'en fous. La diversification, je m'en fous aussi. Il y en a qui préfèrent être très concentrés, être surdiversifiés. Moi, je suis à 49 sur 100, mais j'en ai rien à foutre. Donc, on va se quitter ici pour cette vidéo. Voilà, là, le gros upgrade, c'est quand j'ai relié mes comptes, du coup, ça m'a fait effacer mes portefeuilles que j'avais déjà parce que je ne les avais pas synchronisés automatiquement. Mais c'est comme ça. On va se retrouver, nous, tout simplement, demain pour l'analyse de Ferrari, une belle petite société. On va aller la voir ici, elle est là, l'analyse de Ferrari, elle arrive. Belle petite société qui s'est fait charcuter en bourse, hein. On va aller voir si c'est un couteau qui tombe ou si c'est tout simplement une belle petite opportunité. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, comment dire, les performances de vos portefeuilles. Si vous êtes sur du CTO, sur du PEA, n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des screeners en vrai pour que j'aille voir un petit peu vos performances. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça et de venir sur le Discord de la chaîne. Je le mettrai en description, comme ça on pourra se faire peut-être un épisode où j'analyse un peu vos portefeuilles, je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça peut être assez marrant. N'hésitez pas à me dire si vous avez des grosses convictions aussi pour 2026. C'était la finance perso. Ciao, ciao!